Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo, une réflexion autour des Cleveland Cavaliers version 2018, parce que m'est venue la réflexion suivante: est-ce que ces Cleveland 2018, ces Cavaliers 2018 ne seraient pas une renaissance du Miami Heat 2014. Donc, est-ce qu'on va avoir des Miami Cavs ou des Cleveland Heat? Eh bien, c'est ce que je vous propose de développer dans cette vidéo. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, pas uniquement parce que Dwyane Wade vient de rejoindre cet effectif des Cavaliers, mais parce que, comme je vous le disais, suite à l'arrivée de Dwyane Wade, eh bien, je trouve qu'il est en train de se créer énormément de similitudes entre ces deux équipes, entre ces deux escouades. Alors, est-ce que les Cavs vont avoir le même destin que le Heat 2014, à savoir perdre en finale NBA? J'en ai aucune idée. Mais vous allez voir qu'il y a vraiment des similitudes qui sont intéressantes et qui, tactiquement, peuvent être à creuser justement pour ces Cavs 2018, et c'est ce que je vous propose de découvrir ensemble tout de suite. Alors vous le savez bien entendu, Dwyane Wade a rejoint cette équipe des Cavs via un buyout, donc Chicago a racheté la dernière année de contrat de Dwyane Wade qui s'est retrouvé agent libre et il a signé au salaire minimum, un peu plus de 2 millions de dollars du côté des Cavs. Attention, 2 millions de dollars dans le salary cap, mais en fait pratiquement 12 millions de dollars pour Cleveland avec le jeu de la taxe de luxe. Donc du côté des Cavs, eh bien, on a payé entre guillemets assez cher Dwyane Wade, mais qu'est-ce qu'on ferait pas côté Cavs, eh bien, pour s'attirer les faveurs de LeBron James et puis avoir l'opportunité, eh bien, d'ajouter un joueur du calibre de Dwyane Wade dans l'équipe, eh bien, ça peut être toujours la bienvenue, même si fondamentalement, c'est pas forcément sur le poste d'arrière que les Cavs avaient le plus de besoin. Mais ils ont, par un jeu de chaise musicale ou par un jeu de domino, c'est ce que vous allez voir, réussi très très bien à réajuster l'effectif suite à l'arrivée de Dwyane Wade. En effet, on a eu écho dans la presse spécialisée du nouveau 5 proposé par cette équipe des Cavs à l'occasion de l'exercice 2017-2018 et ça va être le retour du 5-out en attaque. Ça va être le retour de 5 extérieurs, en fait, 5 joueurs qui commencent la séquence d'attaque au-delà de la ligne à 3 points. Et ça ressemble énormément au jeu de Miami et spécifiquement en 2014. Le principal 5 du Heat 2014, je vous le rappelle, Chalmers, Wade, James, Battier et Chris Bosh, donc très très petit, vraiment du small ball, très rapide, relativement défensif et surtout très 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 aéré. Et c'est grâce à cette capacité à étirer l'attaque que Miami s'en sortait très bien offensivement. On va revenir là-dessus. Eh bien, justement, ces Cavs, ils ont annoncé utiliser la saison prochaine un 5 avec, dès qu'il sera rétabli, Thomas et vraisemblablement Dwyane Wade intronisé dans le 5 de départ sur la ligne arrière. Et ensuite un front court avec Crowder, James et Kevin Love. Donc Tristan Thompson est sorti du 5 de départ. Crowder fait son entrée dans le 5 sur le poste 3, sur le poste 4. Peu importe, tout ça est très 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 interchangeable entre lui et James. Et on retrouve une configuration qui ressemble beaucoup à la configuration de Miami avec un pivot qui n'en est pas vraiment un, qui peut s'écarter, sanctionner à 3 points. Un ailier, un autre ailier aux côtés de James, qui est un spécialiste de la défense et du tir à 3 points, comme Shane Battier. Et on a par contre un meneur d'un calibre supérieur au meneur à l'époque du côté de Miami Heat, et on a également un banc d'un meilleur calibre. Donc on a une espèce de version du Heat, mais avec plus de talent. Donc ça, c'est vraiment prometteur pour le succès de ces Cavs. On a donc des deux côtés un front court qui se ressemble beaucoup, c'est ce que je vous disais. Dans tous les cas, on a gardé LeBron James, ça c'est le dénominateur commun. Et puis après, on a des joueurs qui ont vraiment des profils très très similaires. Alors, n'oubliez pas
on a tendance à l'oublier, mais n'oubliez pas que Kevin Love, il fait 2,8 m, un petit peu plus de 110 kg, c'est 2 ou 3 cm de moins qu'un Chris Bosh, mais c'est des kilos en plus. Donc dans une NBA où il n'y a plus vraiment de grands pivots, en tout cas de grands pivots qui vont vraiment vous sanctionner au poste bas, eh bien c'est pas du tout déconnant, finalement pourquoi pas d'utiliser Love en pivot, parce que les DeMarcus Cousins, les Marc Gasol, les Joel Embiid, ils aiment s'écarter, ils aiment tirer sur des 2 points longs ou sur des tirs à 3 points. Et ils viennent assez peu vous punir au poste bas. Donc ça peut ne pas être une si grave problématique que ça. En tout cas, c'en était pas particulièrement une à l'époque de Miami, même si Kevin Love est un moins bon défenseur qu'un Chris Bosh. Il a sans doute aussi un petit peu moins d'envergure, j'ai pas été jusque comparer ça. Mais pourquoi pas, c'est pas déconnant. Après, c'est vrai que la saison passée, quand les Cavs ont utilisé James en 4 et Love en 5, ils ont eu un rendement offensif, je crois de mémoire, aux alentours des 116, un rendement défensif aux alentours des 114. Donc ils étaient quand même dans le plus, mais ils étaient clairement pas au même rendement. Mais l'élément qui peut faire la différence cette année pour moi, c'est l'arrivée de Crowder et l'arrivée de Wade. Parce que ils viennent apporter de la défense et surtout du QI défensif à cette équipe des Cavs qui en a eu cruellement besoin par le passé. Alors, le 5-out en attaque, c'est quoi? Eh bien, c'est ça. C'est une structure qui va ressembler à ça, avec énormément de possessions qui vont se jouer avec les 5 attaquants de l'équipe qui commencent l'attaque au-delà de la ligne à 3 points. À la fin de mon petit exposé, que je vais essayer de pas trop faire traîner, je vous montrerai des extraits de Miami 2014, et vous verrez à quel point c'est transposable facilement pour ces Cavs 2018. Mais en gros, le 5-out, c'est ça. C'est tout le monde commence au-delà de la ligne à 3 points. Comment ne pas voir dans cet ajustement tactique des Cavs 2018 l'influence et la patte de LeBron James? C'est à se demander plus que jamais si c'est pas vraiment lui le coach, parce que c'est une configuration dans laquelle il peut très très facilement briller et dans laquelle il va être très 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 à l'aise. Donc LBJ aux commandes. Point d'interrogation, mais je pense que vous avez tous la réponse chez vous. Alors, quelles vont être les similitudes au-delà de la structure qui se ressemblent énormément? Eh bien, on a un 5 avec 5 joueurs qui s'écartent, 5 joueurs qui peuvent tirer à 3 points. Même si Wade n'est pas un spécialiste du 3 points, il est à 30% la saison passée. S'il est vraiment tout seul, il prendra le tir. Donc il obligera la défense à monter un petit peu sur lui. Dans le 5 de départ, en attendant le retour de Thomas, peut-être en janvier, il y aura Derrick Rose. C'est pas non plus un spécialiste du 3 points. Mais c'est pareil, s'il est tout seul, il pourra sanctionner. Ce que ne faisait pas, par exemple, un Tristan Thompson la saison passée. Dans la rotation, on a un intérieur défenseur rebondeur en sortie de banc. C'est Tristan Thompson cette année, et ça c'est très très bien. Ça c'est très très bien parce que je n'ai eu de cesse de vous répéter que la grosse problématique des Cavs la saison passée, c'est qu'ils n'avaient aucun intérieur besogneux, un petit peu défenseur rebondeur, en sortie de banc. Le seul intérieur classique en sortie de banc des Cavs la saison passée, c'était Channing Frye, et c'est même pas un vrai pivot. C'est un joueur qui aime sanctionner et s'écarter en tirant à 3 points. Ce n'est ni un défenseur, ni un rebondeur, ni un stopper. Et finalement, l'autre intérieur utilisé, c'était Richard Jefferson, qui n'est même pas un intérieur, c'est un small forward. Donc là, enfin, dans la rotation de Cleveland, il y a un intérieur entre guillemets classique, qui arrive pour bûcheronner, poser des écrans, amener de l'intensité, du rebond, des contres. Et ça, c'est très bien. Ça apporte un second souffle au 5 de départ. Et puis, à côté de cet intérieur, il y a un spécialiste du 3 points, voire même 2 spécialistes du 3 points, si J.R. Smith n'est pas dans le 5. Eh bien, ça vous fait pas penser à quelque chose, ça? Ça vous fait pas penser à la structure du banc de cette équipe du Heat 2014? On a le spécialiste à 3 points, Ray Allen, on aura Kyle Korver. On a un backup meneur qui était plutôt un backup défenseur. Je suis complètement d'accord avec vous, là ça n'a rien à voir avec Norris Cole, avec Derrick Rose, ils n'ont pas un défenseur, ils ont un meneur qui est plutôt qui est bien sûr un attaquant, mais qui est plutôt un meneur qui va finir en lay-up près du cercle, mais ils ont cet intérieur role player, le besogneux de l'équipe, et puis ils ont un espèce de facteur X qui pouvait être Rashard Lewis dans l'équipe de Miami
en 2014 et qui sera vraisemblablement J.R. Smith dans ces Cavs 2018. Alors je pense que Dwayne Wade va manquer beaucoup de matchs, mais volontairement. Il va être mis au repos sur pas mal de matchs, donc J.R. Smith va être titularisé quand il n'y aura pas Wade qui sera mis au repos, parce que l'objectif des Cavs, c'est pas d'user Wade dans la saison régulière, c'est de le garder frais pour les playoffs, donc il jouera à mon avis pas plus de 60 matchs en saison régulière, même s'il est en forme. Donc, mais en gros, dans la config au complet, la structure du banc pourrait être celle-là. Et avouez que ça se ressemble quand même beaucoup. Au-delà de la structure, et bien statistiquement, on a deux équipes qui se ressemblent beaucoup. Alors, je compare avec les Cavs de l'année passée, mais la tendance, je pense, va être encore plus confirmée sur tous les points que je vais aborder pour ces Cavs 2018. On avait une équipe de Miami en 2014, meilleure équipe de la NBA au pourcentage au tir réel. L'équipe des Cavs la saison passée, 3e. Vous voyez que ça se joue à un point de pourcentage près, grosse ressemblance. Deuxième attaque, Miami. Troisième attaque, les Cavs. A contrario, on avait la saison passée une équipe des Cavs qui n'était pas une très très bonne défense, qui était même une mauvaise défense, on peut le dire, et une équipe de Miami dont on a beaucoup parlé de la défense, qui était très bonne, mais qui au final lui valait vraisemblablement pas plus que la 11e place en termes d'efficacité défensive en NBA. Mais ça restait quand même une défense solide, donc là encore, on n'est pas tout à fait dans la similitude. Le Heat 2014 défendait beaucoup mieux que les Cavs de la saison passée et que vraisemblablement les Cavs de cette année, même si ça sera à suivre. Parce qu'avec Wade et Crowder, ils peuvent quand même faire un petit bond en avant en termes de qualité de défense. Reste à Isaiah Thomas qui, je pense, va plomber quand même pas mal l'équipe, d'Eric Rose aussi. À voir, je pense que ce qu'ils vont gagner, ils vont le perdre d'un autre côté. Et en grosso modo, on sera sur les bases de 2017. Au-delà de ça, on a deux équipes qui ne sont pas des bonnes équipes au rebond. Les Cavs étaient 19e, le Heat 27e. Forcément, 5 out, on joue assez loin du cercle, on joue petit. Donc, compliqué d'aller batailler au rebond. Mais notez la similitude, elle est intéressante. Et puis, au-delà de ça, on a deux équipes qui utilisent énormément le tir à 3 points. Deuxième fréquence côté Cavs, la saison passée, c'était la 6e fréquence en 2014 côté Heat. La fréquence d'utilisation du tir à 3 points va rester très haute côté Cleveland Cavaliers parce qu'on a des bons tireurs, même si quand Thomas sera encore absent et qu'on aura Rose et Wade, on ne sera pas dans les 40% comme c'était le cas en 2017, on sera plus dans les 30%, mais ça restera un taux d'utilisation très élevé. Comparez les shooting charts, vous voyez que ça se ressemble pas mal. La différence, c'est que Miami attaquait beaucoup plus le cercle que les Cavs, et avec une meilleure efficacité, notamment dans la zone restreinte, où vous voyez c'est quand même beaucoup plus rouge, et en dehors de la zone restreinte dans la raquette. A contrario, les Cavs tiraient plus à 3 points et avec un petit peu plus de réussite que le Heat version 2014. Sur les tirs tentés, à moins de 3 mètres du cercle, donc dans les stats NBA c'est 10 feet, mais en gros ça représente plus ou moins 3 mètres. C'est là aussi où il y a une différence majeure, mais qui va, je pense, tendre à se corriger. La saison passée, les Cavs, ils avaient la 28e utilisation en termes de fréquence des tirs tentés à moins de 3 mètres. Donc, les tirs tentés par là, si vous voulez. Eh bien, c'était un peu paradoxal, parce que l'équipe des Cavs avait la 4e meilleure efficacité offensive pour ses tirs tentés tout près du cercle, à pratiquement 60% de réussite. Et pourtant, eh bien, ils allaient assez peu attaquer le cercle. Et c'est vrai, et ça encore, c'était une des problématiques de cette équipe des Cavs, c'est que c'était vivre et mourir avec le tir à 3 points. J'ai fait plein de vidéos là-dessus pour vous décortiquer ça. Et si les tirs à 3 points ne tombaient pas, c'était la panne. Il n'y avait rien d'autre dans l'attaque. Vraiment pour caricaturer. Et bien, du côté de l'équipe de Miami, on arrivait à concilier les deux. On était à la fois une équipe qui tirait beaucoup à 3 points avec un bon pourcentage, et on allait à la fois à attaquer le cercle, on avait de l'agressivité vers le cercle, on avait la 9e fréquence d'utilisation de tirs tentés à moins de 3 mètres, et la meilleure efficacité très loin devant le deuxième. Le deuxième est à 60%, Miami était à 63%. Donc il y avait vraiment une incroyable efficacité du Heat tout près du cercle, et c'est pour ça que Miami avait le meilleur pourcentage au tir réel de la ligue, c'est pour ça que c'était l'une des meilleures attaques de la ligue à l'époque. Pourquoi je vous dis que ça va se corriger? Parce que l'avantage du système en 5 out, et je vais vous montrer ça en vidéo après,
c'est que la raquette, elle va être complètement ouverte. Ça va créer des autoroutes, des boulevards pour aller attaquer le cercle. Et ça sera un vrai casse-tête pour les équipes qui devront défendre cette équipe des Cavs. Parce que si à l'opposé un défenseur vient aider, il lâche un joueur qui peut tirer à 3 points. Et il n'y aura rien de plus simple pour celui qui drive vers le cercle que de ressortir sur ce tireur pour que ce tireur marque à 3 points. Et puis quand on regarde les pourcentages au tir classés, ça c'est le classement de la NBA la saison passée pour les tirs à moins de 3 mètres du cercle. Eh bien, oh surprise, qui découvre-t-on? On découvre que le 4e joueur le plus adroit de la ligue la saison passée au tir tenté à moins de 3 mètres, c'est un certain LeBron James. Et c'est pratiquement plus de la moitié de ses tirs tentés. Donc, cherchez pas pourquoi LeBron James est aussi efficace en attaque. C'est parce qu'il se force à se rapprocher du cercle et il est très très adroit près du cercle. Et puis si vous descendez un tout petit peu dans le classement, qui vous trouvez? Un certain Jay Crowder. Et oui, le fameux Jay Crowder, le 3&D guy, celui qu'on nous a vendu comme étant un très bon défenseur et un très bon tireur à 3 points, ce qu'il est, eh bien c'est aussi un incroyable finisseur tout près du cercle. Alors évidemment, dans ces paniers tentés tout près du cercle, il y a des paniers tout seuls en contre-attaque, parce qu'il y a eu un stop défensif derrière. Mais il n'y a pas que ça, parce que ça représente un quart des tirs tentés par Jay Crowder, donc il n'y a pas que des dunks en contre-attaque, ça joue, mais il n'y a pas que ça. Donc Crowder, super finisseur, s'il s'agit d'aller attaquer le cercle, finir fort dans la raquette, il pourra répondre présent. Et puis au-delà de ça, eh bien, vous vous rendez compte que la saison passée, un Rose a tenté pratiquement 60% de ses tirs tout près du cercle, il est à 52%. Wade, 40%, il est à 52%. Vous allez un petit peu plus en profondeur dans le classement, vous trouvez Thomas, qui a 54% de réussite, 42% de fréquence. Vous voyez, on voit souvent le petit Thomas tirer à 3 points, faire des step back à mi-distance. Eh bien, 40% de ses tirs, il allait les tenter dedans, hein, au charbon, malgré son petit 1m80. Et avec un très bon pourcentage de réussite. En gros, 52-52, 54 là pour Thomas, c'est le milieu de tableau. Donc c'est pas excellentissime, mais ça reste bien. Ça reste bien, surtout quand vous en tentez beaucoup, parce que plus ces tirs-là, ils pèsent dans votre sélection de tirs, et bien plus votre pourcentage il est tiré vers le haut, parce que c'est quand même 53% de réussite. Donc c'est pas rien. Et à titre de comparaison, par exemple, la saison passée, un J.R. Smith, c'est 9% seulement de son total de tirs tentés à moins de 3 mètres du cercle, et c'est seulement 40% de réussite dans ces tirs-là. Donc, en fait, Rose, Wade et Thomas, tous les petits nouveaux, ils apportent quelque chose en plus à cette équipe des Cavs, c'est de la dangerosité dans les agressions du cercle, dans les drives vers le cercle. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle, parce que ça va permettre aux Cavs de sortir du bombardement massif à 3 points, qu'ils continueront d'utiliser, mais il n'y aura pas que ça. C'est là où je veux en venir. Et puis, il y a une autre très très bonne nouvelle dans ces Cavs 2018, qui va effectivement nous ramener encore un petit peu du hit 2014, c'est l'arrivée d'autres playmakers. Alors j'ai été chercher une statistique qui est un petit peu compliquée, mais en gros pour faire simple, c'est le pourcentage, si vous voulez, de passes décisives générées par rapport au nombre de balles qu'a eu un joueur en match. Parce que c'est bien beau de dire un joueur fait 5 passes décisives dans un match, mais combien de fois il a touché la balle dans une rencontre? S'il l'a touché que 10 fois, et que les 10 fois où il l'a eu, il a fait 5 passes, c'est extraordinaire. Il est à 50% de génération de passes, si vous voulez. Par contre, s'il a eu 100 fois le ballon en match, ou qu'il l'a eu à chaque possession, et qu'il a fait que 5 passes décisives, c'est pas un joueur qui est un grand créateur, qui est un grand playmaker, vous en conviendrez. Donc, toujours, stat avancé, je relativise. Eh bien, la saison passée, vous prenez tout le 5 majeur de cette équipe des Cavs, et vous arrivez à un total, si vous voulez, de capacité à générer des passes décisives à 54,5. Gardez ce chiffre en tête. Vous prenez maintenant tous les petits nouveaux de l'équipe, et vous remarquez que dans ces petits nouveaux, eh bien, il y a des joueurs qui ont vraiment des belles capacités
à être un playmaker, à être un créateur par rapport au nombre de ballons qu'ils ont. Dites-vous bien qu'à 18, avec ce chiffre de 18, LeBron James, il est quasiment dans les meilleurs de la ligue. À 14-15, vous êtes pas mal. Aux alentours de 10, vous êtes moyen, et aux alentours de 5, c'est vraiment assez faible. Toujours pour ce qui est des capacités de playmaking. Donc là, on récupère des joueurs qui sont des bons playmakers, on en parle assez peu, mais Wade a des très bonnes capacités de playmaking, donc c'est-à-dire fixer la défense sur lui pour ressortir sur des coéquipiers. Et au total, eh bien, le nouveau 5 majeur de ces Cleveland Cavaliers, il est à 61,5, quand le précédent 5 était à 54,5. Et ça, c'est très important. C'est très important pour la bonne santé de cette équipe des Cavs, parce que la saison passée, Cleveland était seulement 20e de la NBA sur le pourcentage de passes décisives générées. Et oui, cette équipe des Cavs, je vous en ai parlé, mais elle tombait trop souvent dans la facilité avec de l'isolation très statique, il se passe rien, ça crée pas pour le coéquipier, et c'est très facile à défendre. Et c'est comme ça que face aux très très bonnes défenses de la ligue, notamment les Warriors en finale, c'est comme ça que face à ces très bonnes défenses, cette équipe des Cavaliers, elle avait un petit peu de mal. Elle avait un petit peu de mal. Et puis, autre similitude qui peut exister entre ce Heat 2014 et ces Cavs 2018, c'est une utilisation plus marquée de LeBron James au poste bas et en poseur d'écran. La saison passée, LeBron James n'a été utilisé en poseur d'écran qui derrière est allé marquer un panier. Il n'a été utilisé que 2,6% du temps. Donc c'est anecdotique. Le James en poseur d'écran qui derrière score, c'est anecdotique en 2017, et pourtant il est à 96% de niveau d'efficacité dans ses paniers marqués après avoir posé un écran, quand il est ce qu'on appelle le rollman, celui qui ouvre au panier. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 4% des joueurs NBA qui ont une meilleure efficacité que lui dans ces compartiments-là. Donc il y a une vraie aberration. James fait très très bien quelque chose qui n'est pas utilisé côté Cavs. Et bien là, avec ce système en 5 out, on va avoir un James qui va plus souvent pouvoir monter sur le porteur de balle, poser un écran, ouvrir dans la raquette, se retrouver tout seul, récupérer la passe, finir au cercle ou retransférer, et ça va offrir des nouvelles solutions à cette équipe des Cavs. Et surtout, en 2014, eh bien, LeBron James, dans la config en 5 out de cette équipe du Heat, il a eu le meilleur pourcentage au tir réel en carrière à pratiquement 65%. 65% pour un joueur qui ne bombarde pas non plus massivement à 3 points. C'est vraiment spectaculaire, et LeBron peut vraiment faire en termes d'efficacité offensive encore une très très bonne saison. Ok, j'ai fini mon monologue, et si on voyait tout ça en images pour que ça soit le plus explicite pour vous. Je vous propose quelques petits extraits de cette attaque du Heat 2014 pour que vous puissiez visualiser ce dispositif avec entre guillemets 5 extérieurs et en quoi il est transposable aux Cavs 2018. Ici, une séquence avec un écran de Bosh sur un Wade qui coupe au panier. Bosh s'écarte, oblige son défenseur à monter sur lui, et l'avantage de sortir les défenseurs intérieurs adverses de la raquette, c'est que ça laisse des intervalles pour des backdoors, exactement comme ça. Même possession ici, cette fois-ci le ballon arrive dans les mains de Bosh, petite feinte, et il oblige son défenseur à sortir sur lui, et il peut déborder un vis-à-vis beaucoup plus lent avec un drive pour attaquer le cercle. On en revient toujours à ce fondement-là de cette attaque en 5 out. On oblige les défenseurs à sortir de la raquette pour après les prendre de vitesse et avoir des intervalles comme ça pour attaquer le cercle. On imagine très bien un Kevin Love faire ça dans le dispositif 2018 des Cavs. Nouvelle séquence placée ici de Miami, Battier qui descend dans l'aile avec le ballon. On veut trouver James au poste bas, il a la raquette pour lui, il est tout seul dans la raquette, il peut fixer à partir du poste bas, la défense est obligée de doubler, et on va trouver le joueur tout seul pour un tir à 3 points ou pour un drive vers le cercle, comme ici avec Dwayne Wade. On reconnaît très bien ce dispositif avec 5 joueurs qui commencent la séquence d'attaque au-delà de la ligne à 3 points. Séquence de pick and roll, et on va retrouver le poseur de l'écran qui peut aller dunker la raquette et libérer les défenseurs, et ça laisse des intervalles. Ici,
séquence où le ballon va revenir dans les mains de Dwyane Wade. Écran de Battier qui coupe au cercle. Derrière, on va trouver James dans le corner. Il attaque la ligne de fond. Il y a un intervalle. Wade est en retard et il peut finir fort comme ça, près du cercle, en attaquant le panier. Séquence qui commence avec un écran haut de Bosch. On transfère dans l'aile. On va aller retrouver Bosch qui a bien ouvert, qui transfère dans le corner, ça finit dans les mains de Battier qui sanctionne à 3 points. Très facile d'imaginer cette même séquence avec Love à la place de Bosch et Crowder à la place de Battier. Un Love qui est retrouvé dans la raquette et avec une deuxième passe, on vient trouver le bon tireur à 3 points qui peut sanctionner parce qu'il est tout seul et c'est très compliqué à défendre. Toujours ce principe d'attaque du cercle, on fixe, on ressort pour les tireurs. Ici, ça tombe dans les mains de James, qui pose un écran, ouvre au cercle, ça lui revient dans les mains, et on retrouve le James poseur d'écran, qui est incroyablement efficace, et qui a la raquette pour lui tout seul, pour ouvrir après sa pose d'écran. Et c'est diablement efficace. Et on a beaucoup de séquences comme ça, avec des écrans hauts, qui initient une possession. C'est ce qu'on vient de voir ici. Écran haut de Chris Bosh. Il retransfère sur Wade. Il va y avoir une petite séquence en jeu à deux. Vous voyez que tous les défenseurs adverses sont obligés de sortir de la raquette. Bosh, il flash dans la raquette, attire la défense. Ça revient dans les mains d'un tireur dans le corner, obligé de sortir sur lui. Ça laisse un intervalle et on peut aller attaquer le cercle comme ça, juste après, derrière. Alors défensivement, vous allez me dire qu'est-ce que ça va donner? Parce que c'est bien beau d'être rapide, c'est bien beau d'être vif, d'être petit, mais face aux adversaires adverses de grande taille, qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien ça va donner ça. Ça va donner un LeBron James ou un Jay Crowder qui, face à leur vis-à-vis plus grand, vont passer devant. Et à l'opposé, on va avoir un défenseur qui va venir flotter pour être en aide en cas de passe lobée. Et puis dès lors que la passe n'est pas faite, eh bien chacun reprend son placement originel. Alors bien entendu, on ne sera pas à l'abri côté Cavs comme on n'était pas à l'abri côté Heat, de petites séquences en high-low, où comme ça, on va aller trouver une passe lobée vers l'intérieur qui peut finir fort près du cercle. Mais in fine, ces séquences arrivent peu souvent, et ça vaut le coup de prendre le risque de passer devant. Et puis, si on a une très bonne défense, comme ici, avec Miami, où on va aller trapper le porteur de balle sur le pick and roll, obligé de retransférer. Après la passe de transfert, voyez que Bosh, qui était sorti très haut, est venu reprendre le sien. Il y a un replacement, nouvel écran. On a cette nouvelle trappe avec deux défenseurs qui sortent très haut. On a un Battier à l'opposé qui vient flotter entre deux attaquants. Il reprend ensuite le sien parce que la passe ne s'est pas faite vers le poseur de l'écran. Beaucoup de secondes se sont égrenées sur l'horloge et l'adversaire obligé de tenter un 2 points rapide, précipité et bien défendu. Alors on vient de le voir, ce dispositif en fire out, il peut permettre beaucoup de choses très intéressantes à ces Cavs 2018 avec un fondement tout simple. On oblige l'adversaire direct à sortir de la raquette et derrière on en profite pour attaquer les intervalles, pour attaquer entre deux défenseurs, obliger l'aide à venir sur le porteur de balle pour ressortir sur un tireur à 3 points qui peut sanctionner, ou bien si l'aide ne vient pas, on vient dunker, on vient finir fort en dessous. L'arrivée de Thomas, l'arrivée de Wade, l'arrivée de Crowder permet d'ajouter à cette escouade des Cavs des joueurs en capacité d'exploser comme ça dans les intervalles, de finir fort près du cercle et aussi de ressortir avec des bonnes capacités de playmaking sur le joueur tout seul ou sur l'intérieur qui aura flashé ou sur l'ailier qui aura coupé dans le backdoor. Donc ça va offrir à cette équipe des Cavs des solutions en plus qu'elle n'avait pas forcément la saison passée. Et ça c'est très bien parce que les Cavs sont très forts près du cercle et s'ils arrivent à tenter plus de tirs près du cercle, ils seront très efficaces en attaque. Après, Cleveland n'aura vraisemblablement pas le niveau défensif que pouvait avoir Miami en 2014. Par contre, Cleveland aura
vraisemblablement une meilleure efficacité au-delà de la ligne à 3 points que cette équipe du Heat 2014. Donc, ce qu'on va perdre en qualité de défense, on va le gagner en qualité d'attaque. Cleveland restera une défense relativement moyenne, voire mauvaise, mais l'objectif, c'est d'être encore meilleur en attaque et finalement de faire en sorte que ces lacunes défensives ne se voient pas trop. Donc il y a de la cohérence, ça paraît tactiquement effectivement bien vu et ça colle avec la structure, avec le personnel dont dispose cette équipe des Cavs. Là où j'ai un petit peu plus d'inquiétude, c'est dans la capacité de coaching de cette équipe de Cleveland. Parce que la force de Miami, c'est qu'ils avaient un coach qui s'appelle Erik Spoelstra et qui n'est pas n'importe qui. Erik Spoelstra, il est très très respecté dans le business, c'est un très très bon coach et c'est quelqu'un qui est juste dans son coaching. Il n'a pas peur de dire aux stars de l'équipe qu'elles font de la merde. Et ça, c'est une force, croyez-moi, dans la NBA. Et pourquoi Miami était aussi fort? Pourquoi LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh étaient aussi forts? Parce que quand ils n'étaient pas au niveau, Spoelstra allait les voir en leur disant « Là, t'as fait de la merde. Ressaisis-toi parce que ce que tu fais, c'est pas bien. » Je ne suis pas convaincu que Tyronn Lue ait cette capacité-là. Donc, ces Cavs ne seront peut-être pas aussi bien managés, aussi bien challengés par le coaching staff que ça pouvait l'être, que ça le pouvait être du côté du Heat. C'est ma petite incertitude, ma petite inquiétude, notamment dans la rigueur défensive. Spoelstra était un excellent coach de défense et ça se voit dans les séquences que je vous ai montrées. Le jour où Cleveland fera ce que je vous ai montré là sur la défense des pick and roll avec la très belle lecture, les pré-rotations, les replacements, le jour où Cleveland fait ça, j'achète un maillot de l'équipe. J'achète le maillot de qui vous voulez dans l'équipe de Zizic, parce que c'est que l'équipe aura vraiment franchi un palier. Mais ça, c'est possible uniquement quand vous avez un coach qui vous pousse et qui vous oblige à bien défendre. Voilà, en tout cas, la conclusion de cette vidéo, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes entre cette escouade de Miami 2014 et les Cavs 2018. Je pense que Cleveland va beaucoup s'inspirer de ce qu'avait fait Miami en 2014 et je trouve que c'est pertinent et ils ont le personnel pour que vraiment ça marche. Est-ce que ça sera suffisant pour surclasser une nouvelle fois les Warriors? Je ne sais pas. Toujours est-il que l'arrivée de Jay Crowder va permettre d'avoir effectivement un petit peu plus de James en poseur d'écran, un petit peu plus de James en poste bas et surtout un petit peu moins de James en défense sur les superstars adverses. Parce que quand Cleveland rencontrera des Oklahoma City, des Minnesota Timberwolves, des Golden State Warriors, des équipes où il y a des super ailiers, des Paul George, des Jimmy Butler, des Kevin Durant, eh bien ça ne sera pas James qui prendra la star adverse, ça sera Crowder. Et James, même s'il a la réputation d'être un très bon défenseur, ce qu'il est quand il veut bien l'être, il est très souvent pas tout à fait dedans en défense. Parce que il n'est pas forcément mobilisé, parce que finalement il est peut-être fatigué, ou il n'a pas envie, et il n'a pas un coach qui le pousse derrière. Donc, et je vous l'avais montré la saison passée dans plein de séquences, notamment face aux superstars adverses, eh bien James, il n'était pas dedans, parce qu'il n'était pas attentif, il n'était pas rigoureux. Là, eh bien c'est Crowder qu'on va envoyer au charbon, on aura un James qui viendra flotter, qui sera dans l'aide, comme à Miami, et c'est dans ce registre-là qu'il est le meilleur. Donc, c'est une situation que je trouve assez positive pour cette équipe des Cavs 2018. Bien sûr, on va suivre ça de très près. Parce que de toute façon, on va manger des Cavs à toutes les sauces. Vraisemblablement jusqu'au mois de juin. On suivra ça de très très près. Merci de votre fidélité. Bon match à tous.